Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, hier c'était juste magnifique, je sais pas, parmi vous, il y avait quand même plus de 1700 personnes en live qui ont participé à la masterclass d'hier. C'était vraiment top, top, top. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, tami.net/OMI, vous aurez accès au replay. Ça a duré 2 heures et demie. C'était vraiment, vraiment intense, hein. J'ai parlé des dangers, j'ai parlé également de l'approche Booster Plus, des résultats exceptionnels qu'elle a dégagés cette année malgré une crise quand même mondiale. Et puis enfin, j'ai évoqué les options. Pourquoi les options sont extrêmement importantes aujourd'hui? Et on va prendre cet exemple concret des marchés depuis finalement le début d'année. Je vais baisser, voilà. Et depuis le début de l'année, ou du moins ici j'ai pris décembre, novembre de l'année dernière, on voit que le Bitcoin perd 70%, on voit que l'Ethereum perd 77%, on voit que Cardano 78%, Solana perd 86%, on voit que le Nasdaq perd 28%, TLT, les obligations, perdent 20%, le S&P perd 18%, le CAC 40 perd 16%, l'or perd 3%, et on voit à l'extrémité, on voit que le pétrole, alors mais j'ai mis XLE, mais on peut prendre également, on va changer, et on va mettre du UK Oil, donc c'est le pétrole. Et le pétrole, voilà, gagne environ 35%, d'accord? Et XLE, donc c'est un indice, c'est un ETF sur les valeurs dans le domaine de l'énergie, gagne 25%. Mais ce qui est également intéressant, c'est regarder ici. À un certain moment, XLE était à plus 60% et là à 25%. On voit que UK Oil était à 50%, il est ici il est à 35%. Regardez ici la volatilité, on était à environ 60% et on a baissé en hausse, hein, à 20%. C'est là où il y a eu une forte baisse, on a eu une forte hausse, on est passé de 20 à 60. Donc on a eu une hausse de 40%, puis une baisse de 30% sur le pétrole, ce qui est juste incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un actif qui a vraiment tiré son épingle du jeu, c'est le pétrole. On constate que les cryptos se sont littéralement effondrés. On constate également que les indices ont baissé, les obligations ont baissé, que l'or est décevant, mais c'est bien évidemment moins catastrophique que les cryptos. Et on constate que même sur le pétrole, on a ce que l'on appelle une volatilité qui est extrême. La volatilité, c'est juste fou, notamment au mois de mars où le pétrole a bondi de 40% et ensuite a baissé de 30%. Il a bondi en une semaine et il a perdu 30% en une semaine. Et ça montre encore une fois le marché dans lequel on évolue. Et comme je le dis souvent, quand tu as un petit portefeuille, tu peux gérer cette volatilité. Moi, je sais qu'au sein de mon école, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des capitaux assez conséquents. Et donc, quand tu commences à rentrer dans une catégorie au-dessus de 100K, même au-dessus de 50K, parce que même avec 50K, une volatilité, un truc qui prend 40% ou qui perd 30%, allez, perte de 30%, c'est moins 15 000 euros. Donc, en une semaine, sur un portefeuille de 50 000. Donc, ça fait une volatilité extrême. Et on est aujourd'hui dans ce marché. Il faut le comprendre. On est dans un marché qui était une bulle inégalée dans l'histoire. Je le disais l'année dernière quand je disais on est dans une bulle inégalée. Et là, en fait, on est arrivé à la fin d'une bulle, puisqu'on le voit ici, il n'y a pas photo. Tous les actifs s'effondrent. Certains, comme Goldman Sachs, nous expliquent que ce n'est que le début, qu'on aura un second semestre qui sera encore plus catastrophique si on a une hausse des taux d'intérêt et si on a une récession économique. Mais il y a pire, il y a pire. Alors, bien sûr, on a vu la volatilité, on a vu la baisse. Il y a JP Morgan qui nous explique qu'on pourrait avoir un scénario catastrophe avec un pétrole à 380 dollars. Imaginez un pétrole à 380 dollars. Imaginez un pétrole à 380 dollars. Ce serait une catastrophe pour la planète entière, mais vraiment pour la planète entière. Et donc, ici, ce que nous dit JP Morgan, ils nous disent le pétrole peut atteindre les 380 dollars le baril
si les États-Unis et l'Europe, les pénalités ou les, comment on appelle ça, oui, voilà, les amendes infligées à la Russie vont entraîner des mesures de représailles. Et rappelez-vous d'une vidéo, moi, je suis pas pro-Poutine, hein, voilà, je le dis directement. Je n'apprécie pas ce qu'il a fait. Je pense que c'était une énorme connerie. Et je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, mais je préfère le dire. Je pense que aucun État n'est parfait, d'accord? Voilà. Mais on est en 2022. Ce qu'a fait Poutine, c'est plus, je sais pas. Voilà, il y a plein de thèses, mais on s'en fiche. On n'est pas sur une chaîne de géopolitique ou de, voilà, on va pas refaire le monde ici. On va parler concret, on va parler argent, on va parler investissement. Euh, Ce qui se passe ici, c'est que, et je l'avais dit dans mes vidéos, j'avais dit, OK, Poutine, il n'a pas fait un truc bien, mais j'avais dit, mais il faut pas lui rentrer dedans et il faut pas envenimer les choses. Et j'avais dit, bravo Macron, même s'il y a parmi vous des gens qui le détestent, mais bravo parce que c'était l'un des seuls à calmer le jeu, alors que tout le monde était en mode, et notamment Biden. Biden, il a qualifié Poutine de boucher, de tout ce que vous voulez. Et clairement, on ne peut pas dire que voilà, Poutine ce soit un saint, ni que Biden soit un saint, ni que Macron. Voilà, c'est des hommes politiques. Ils ont voilà, des choses bien et des choses moins bien. Mais ici, ce qui est important de noter, c'est que en tapant sur la Russie, en fait, on risque d'atteindre une situation de non-retour. Et clairement, il y a un blocage parce que si on ne fait rien contre la Russie est en train d'envahir un pays, ils sont en train de faire des choses qui sont, j'ai pas envie de dire les mots, mais voilà, dégueulasses. Ils sont en train de tuer un peuple, d'envahir, d'envoyer des bombes, etc. Alors que euh, on pensait qu'on était au-delà de ça, que ça y est, c'était derrière nous et qu'on était passé à un autre niveau et que voilà. Mais c'est triste, c'est malheureux, mais c'est un fait, d'accord? Maintenant, il y a deux choses. Soit on aggrave la situation et en fait, finalement, tout le monde est perdant, soit on se dit, bon, ben, on va aider l'Ukraine, on va essayer de sauver, etc. Et le problème, c'est que aucune solution n'est parfaite. Maintenant, clairement, la solution, voilà, aider l'Ukraine, pour moi, me semble être la plus, comment dirais-je, ouais, sage ou pertinente ou tout ce que vous voulez. Mais en le faisant, clairement, ben, on envoie, on provoque encore plus Poutine et on risque de se retrouver dans une situation incontrôlable. Et c'est vraiment le piège, hein, parce que même les pays, même les États-Unis, l'Europe et d'autres pays, parce que et c'est ça ce qu'on a pu constater récemment, c'est que voilà, il y a les 7 pays, hein, les 7 premières puissances économiques, etc. Ils sont contre Poutine, ils tapent sur Poutine, mais vous avez l'Inde qui n'est pas contre Poutine, vous avez le Brésil, vous avez plein de pays. Alors le Brésil, voilà, mais vous avez plein de pays qui ne sont pas anti-Poutine. Et vous avez plein de pays, même des pays africains, qui sont pro-Poutine. Et donc, on se retrouve dans un monde qui est divisé en deux grandes parties. Et il y a beaucoup de gens, moi je me souviens, quand il y a eu le 11 septembre, les gens étaient contents au Brésil. D'accord? Pourquoi? Parce que les Brésiliens, alors qu'ils n'ont rien à voir avec voilà, les attentats et compagnie, mais ils étaient contents parce qu'ils n'aiment pas les Américains, parce que les Américains, pour eux, étaient trop, comment dirais-je, voilà, envahissants et ils dérangeaient les Brésiliens. Et donc, il y avait un sentiment anti-américain, et il y a toujours un sentiment anti-américain, etc., parce que, bon, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où si on ne fait rien, ben, la Russie va continuer. Si on fait, on se retrouve avec un risque d'avoir Poutine qui va lancer des représailles et avoir un prix du pétrole qui monte à 380 $. Et c'est ce que dit cet article. JP Morgan, c'est pas des saints, on est d'accord. Mais JP Morgan explique, et c'est là le gros problème, hein, auquel on est confronté. Est-ce qu'il faut menacer Poutine et aider l'Ukraine à fond? Ou est-ce qu'il faut ménager Poutine et se mettre sur une table de négociation?
à la table des négociations. Et c'est ce que je préconisais dès le départ. Je ne suis pas un homme politique, je suis personne, mais c'est mon discours au tout début. Je disais, taper sur Poutine, ça ne va pas arranger les choses. Et c'est malheureusement Biden qui, à un certain moment, est allé voilà, dans l'attaque gratuite. Récemment, on voyait Boris Johnson, le Britannique, qui a attaqué Poutine ouvertement, qui se moquait de lui, etc. Et Poutine qui lui a répondu. Donc clairement, les Occidentaux, notamment la Grande-Bretagne, parce que c'est les plus véhéments avec les États-Unis, n'ont rien fait pour arranger les choses. Donc qu'est-ce que nous dit JP Morgan? Ils nous disent la Russie aujourd'hui a de l'argent. C'est vrai. La Russie, en plus, on lui dit, ben, ton argent, tu peux même pas l'utiliser. Ton or, tu peux pas l'utiliser. Pour officiellement, la Russie est en défaut de paiement. Donc, c'est ça le truc, le ridicule de la chose, c'est que les États-Unis, l'Europe se disent, ouais, ben voilà, on va mettre la Russie en défaut de paiement. Et après, qu'est-ce qui va se passer si la Russie arrête de produire des barils? Si la Russie se dit, OK, bah moi, c'est pas intéressant pour moi de produire du pétrole puisque je gagne rien. Et c'est ce que dit JP Morgan. Encore une fois, ce ne sont pas des saints. Qu'est-ce qu'ils disent? The nation, c'est-à-dire le pays, peut s'offrir le luxe de diminuer la production de 5 millions de barils sans mettre en danger l'économie. Et ils disent, pour le reste du monde, ces résultats peuvent être désastreux. Si on diminue quotidiennement la production de 3 millions de barils jour, ça pourrait pousser le pétrole en Grande-Bretagne à 190 $, d'accord? Les cours du crude à Londres à 190 $. Si on baisse de 5 millions, ça pourrait entraîner le pétrole vers 380 $. Et on est face à une situation inédite, compliquée. On est dans une impasse. Parce que, et je me mets également à la place des dirigeants. C'est-à-dire, les dirigeants européens ne peuvent pas dire OK, tu fais ce que tu veux, Poutine, tu attaques. On est d'accord, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Parce que Poutine, il peut ensuite dire OK, bah, très bien, après je vais aller ailleurs et tout. Et il peut faire, on ne peut pas. On ne peut pas. D'accord. Donc, clairement, même les Européens, les Américains, voilà, il y a une logique. Alors, ils ne peuvent pas laisser faire Poutine. Mais en même temps, en agressant Poutine et en l'humiliant et en l'attaquant gratuitement, comme l'a fait Boris Johnson par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On provoque Poutine et on peut se retrouver dans une situation où Poutine dit OK les gars, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé, et ben je diminue. Et c'est le risque auquel on est confronté. Et c'est véritablement la situation, c'est une situation qui est juste catastrophique parce que le monde entier ne veut pas d'un pétrole à ces niveaux. Vous imaginez, Macron, il avait déjà des problèmes avec les gilets jaunes alors que le pétrole n'était pas à ces niveaux. Imaginez un pétrole à... Mais c'est catastrophique. Et je parle pour la France, pour le monde entier. Ce serait une catastrophe. Et vous voyez ce que nous dit JP Morgan, l'analyste, c'est que le gouvernement russe pourrait riposter, réduire la production, infliger une douleur à l'Occident. Et en fait, c'est la Russie aujourd'hui qui a les cartes en main sur la partie pétrole. Et c'est véritablement un gros, gros, gros problème et une grosse problématique qui est posée. Et maintenant, voilà, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous pensez qu'on aura un pétrole à 380 $? Parce que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais ce serait une catastrophe mondiale. Est-ce que vous pensez que voilà, il va y avoir une négociation, mais rapide, parce que c'est ça le truc. Mais en même temps, c'est vrai que Poutine n'a pas trop voulu négocier. Et c'est vrai que Biden, dès le départ, en fait, c'est ça. C'est les deux gros géants, hein, Biden, Poutine. Poutine, il a fait son truc, d'accord? Mais Biden, il a attaqué, quoi. Il a attaqué, mais il n'a pas arrêté d'attaquer. Et l'Europe est piégée. C'est-à-dire l'Europe n'a pas trop le choix. Maintenant, clairement, la situation, et je le dis, personne n'est gagnant dans l'affaire, ni la Russie, ni le monde.
Parce que là, finalement, même, ok, Poutine, il a envahi l'Ukraine, super. Mais est-ce que les Ukrainiens vont se dire, oui, nous, on est russes ou... Non, il va y avoir une frustration, il va y avoir une haine, il va y avoir... voilà, c'est juste une guéguerre d'ego. Et clairement, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Moi, j'ai vu le discours ou du moins la réponse de Poutine à Boris Johnson. Et Boris Johnson disait la chose suivante. Il disait que Poutine était genre dominé par son ego et que il faisait n'importe quoi et que si ça avait été une femme, elle n'aurait jamais fait ça. Et la réponse de Poutine, elle était très bonne. C'était de dire Margaret Thatcher était une femme. Pourtant, Margaret Thatcher a envahi une partie de l'Argentine, les Malouines, des îles Malouines, parce que voilà, l'armée britannique avait été provoquée. Et Margaret Thatcher avait dit, bon, ok, je déclare la guerre. Ils ont envoyé leurs troupes et compagnie. Et c'est clair que l'Argentine, c'est très, 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 très loin de la Grande-Bretagne, hein. Et Poutine, en fait, il a rétorqué, il a dit, bon, bah, arrête de... Donc, Poutine, c'est pas un con et c'est pas un neuneu. Et c'est vrai que les gars, en fait, je sais pas, soit ils le sous-estiment, soit ils se moquent trop de lui, je sais pas. Je pose des questions. Est-ce que Johnson, il est con? Est-ce que Poutine, il est à côté de la plaque? Parce qu'en fait, les gars, au lieu de calmer le jeu, ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu et ils savent très bien que Poutine, il a les cartes en main. Maintenant, je vous le dis, hein, moi, je ne pense pas que Poutine va sortir gagnant de cette histoire, ni la Russie. Pour la petite histoire, hein, je l'avais déjà dit, Dubaï, il y a énormément de Russes qui sont à Dubaï. Énormément. On vient de voir les chiffres. Vous voyez ici les prix de l'immobilier à Dubaï qui ont atteint des niveaux records, qui ont progressé de 11% durant le premier trimestre avec la demande russe, hein. Les Russes sont à fond la caisse. À Dubaï, on a enregistré 19 000 transactions sur les 3 premiers mois, ce qui est le plus haut niveau durant le premier trimestre. Il y a un record. D'ailleurs, moi, à chaque fois, on veut acheter mes biens. Je reçois plein de demandes et c'est des Russes, hein. Donc, c'est pour vous dire la folie du marché de l'immobilier à Dubaï grâce aux Russes. D'accord? On a aussi Dubaï qui devient la nouvelle Suisse, d'accord, pour les traders sur les matières premières, parce que la Suisse ne veut plus comment dirais-je, des Russes, et donc ils viennent tous à Dubaï. Alors bien sûr, ça pose problème, mais voilà, on a vraiment traders of Russian commodities are rushing to set up businesses in Dubai parce que la Suisse a rendu beaucoup plus difficile le fait de créer son business ou d'avoir des deals. Donc, ils viennent tous à Dubaï, les gars. Ici également, on voit les riches, d'accord, arrivent à Dubaï en masse du fait effectivement de la guerre en Russie. Et moi récemment, alors c'était une Ukrainienne, hein, pas une Russe. Ma fille, elle a fêté son anniversaire et puis il y avait la maman de la copine ou de la camarade de classe de ma fille et elle est ukrainienne. Et je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit alors comment ça se passe? Elle me dit voilà, c'est catastrophique, etc. Et Dubaï pour nous, voilà, c'est une porte de sortie, c'est une sécurité. Mon mari est toujours là-bas, mon père est toujours là-bas, mais je suis venu avec mes enfants et voilà, on attend que les choses se stabilisent. Donc vous avez des Ukrainiens, vous avez des Russes. Il y a plein, plein, plein de gens qui viennent à Dubaï de Russie ou d'Ukraine. Et cette année, en fait, Dubaï a attiré le plus de millionnaires au monde. C'est la ville, oui, le pays, la ville, hein, l'Émirat, qui a attiré le plus de millionnaires au monde. Vous voyez, The London-based Investment Migration a dit que les Émirats allaient attirer 4000 millionnaires, c'est-à-dire plus que n'importe quel autre pays. D'accord? Et il y a 2500 qui vont aller vers Israël, et la Russie a 15 000 millionnaires, du moins high net worth, multimillionnaires, qui vont quitter la Russie. Et vous voyez, les Russes aisés cherchent à échapper à l'impact des sanctions dévastatrices sur leur pays. Ils ont commencé à se déplacer en grand nombre vers les Émirats, vers Israël, et ils subissent maintenant une pression supplémentaire de la part de nombreux pays occidentaux, comme la Grande-Bretagne, où ils avaient auparavant élu domicile. Il y avait énormément de Russes en Grande-Bretagne. Donc c'est assez étonnant ce qui est en train d'arriver.
Et bien sûr, Dubaï, et même les Émirats ont été très intelligents. Après, bien évidemment, il va y avoir des représailles de la part des États-Unis. Mais, voilà, les Émirats sont aujourd'hui, la meilleure le meilleur endroit pour attirer des ultra riches. Le système de santé, la sécurité, les écoles, les opportunités de business et bien évidemment les réformes font qu'aujourd'hui les Émirats et Dubaï en particulier sont probablement l'un des endroits les plus attractifs pour les millionnaires russes. Voilà, et on estime à 15% le nombre de très riches russes, high net worth individuals, qui ont quitté la Russie. 15%, d'accord? Euh, En Ukraine, c'est pire. On parle de 42% de très riches, c'est-à-dire 2800 personnes qui ont quitté l'Ukraine. Et je vous disais, il y a de plus en plus d'Ukrainiens, il y a de plus en plus d'enfants, voilà, dans les écoles, etc. Et puis de Russes qui s'installent, des familles russes qui s'installent à Dubaï. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Be ready, dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, voilà, c'est très carré. J'aime pas trop parler de ces sujets parce que c'est sensible et parce que voilà, c'est toujours des débats stériles et tout. Moi, une chose est sûre, c'est j'estime que on vit une situation catastrophique. J'estime que voilà, on aurait pu éviter tout ça. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et c'est ça le truc. C'est pas est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Oui, on aurait pu faire autrement. Maintenant, comment éviter que la situation ne s'aggrave? Ciao les amis, merci, à bientôt.